Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un univers assez fascinant, non Ah oui, celui des soucoupes volantes, des contacts extraterrestres. Exactement, mais à travers un livre bien précis. Les soucoupes volantes ont atterri. Un ouvrage qui a fait couler beaucoup d'encre. Carrément. Il propose une relecture audacieuse de l'histoire, on peut dire, avec l'idée de visites venues d'ailleurs. Tout à fait. Et donc notre exploration aujourd'hui, elle se base vraiment sur ce texte de Desmond Leslie et George Adamski. Oui, un mélange d'archives, d'histoires et puis ce témoignage personnel très très marquant d'Adamski. C'est ça. Et la thèse centrale du livre, c'est quoi au juste? En gros, c'est que tout ça, les soucoupes, c'est pas un truc moderne, loin de là. Ah bon? Oui, le livre suggère que ça remonterait à des temps immémoriaux. Il parle de légendes très anciennes, 18 millions d'années même. Et rien que ça. Oui, et surtout des vimana, ces engins dépris dans les textes sanscrits anciens, comme le Ramayana, le Mahabharata. Les Vimana. Exact. Et le livre compile aussi des observations plus récentes, enfin historiques, quoi. Romantiques, la Chine, même le 19e siècle. D'accord. Pour montrer une continuité. Oui, et pour les opposer aux explications officielles qu'on a souvent données après coup, tu vois, genre ah non, c'était Vénus ou c'était juste un ballon sonde. Joie. Donc, un contexte très ancien, presque mythologique, mais le point clé, ça reste ce témoignage d'Adamski, on est d'accord. Absolument. C'est vraiment ça qui a propulsé le livre. Avant d'y venir, ces Vimana, le livre les décrit comment, techniquement? Alors, c'est assez détaillé, justement. On parle d'alliage métallique très léger, Mhm. d'une propulsion basée sur des énergies, disons, peu conventionnelles. Le livre mentionne feu et mercure des forces éthériques, voire même le son ou les vibrations. Le son, comme dans certaines légendes. Exactement. Et on leur prête des capacités assez bluffantes. Invisibilité, silence total, une manœuvrabilité qui défie nos lois physiques actuelles. Ça fait un peu penser à l'idée d'antigravité, ou ces histoires de pierres des pyramides déplacées par le son. C'est un peu le lien que le livre essaye de faire, oui. Relier ces descriptions anciennes à des concepts plus modernes, ou en tout cas spéculatifs. D'accord. Et c'est là qu'intervient George Adamski. Qui était cet homme, selon le livre? Le livre le présente comme un personnage assez original. Philosophe, étudiant, professeur. C'est les termes utilisés. Il vivait près du mont Palomar, là où il y a le grand observatoire. Un passionné d'astronomie, donc. Oui, il observait beaucoup le ciel avec ses propres télescopes. Et il aurait vu un truc énorme dès 1946. Un vaisseau en forme de cigare. Ah oui, le fameux vaisseau-mère. Voilà. Et le livre suggère même qu'il aurait eu des contacts, disons, informels avec des militaires pour essayer de prendre des photos de ces objets. Intéressant. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1952? Ce fameux 20 novembre. Alors là, c'est le cœur du récit d'Adabaski. C'est la prétendue rencontre physique Physique, avec un être c'est ça. dans le désert californien. D'abord, il revoit ce grand vaisseau cigare qui libère une plus petite soucoupe, type cloche, un peu translucide apparemment, D'accord. et de cette soucoupe descend un être. Et il le décrit comment? Ah, la description est très précise. Taille moyenne, environ 1,70 m, apparence jeune, presque androgyne, cheveux longs, blonds, beaux traits. Il portait une combinaison, une pièce, couleur chocolat, dit le livre. Sans fermeture, sans bouton, sans couture visible. Une description très détaillée. Presque parfaite, non? Oui, c'est ce que beaucoup ont souligné. Très idéalisé. Et comment ils ont communiqué? Ils parlaient anglais? Non, non. D'après Adamski, c'était par télépathie et par geste. Télépathie, d'accord. Et qu'est-ce qu'il lui a dit, ce visiteur? Alors, plusieurs choses. D'abord, son origine. Vénus. Vénus. Oui. Ensuite, ses intentions. Pacifiques, mais avec une grosse inquiétude concernant nos essais nucléaires. Apparemment, ça aurait des effets au-delà de la Terre. Ah oui, le thème classique de l'avertissement nucléaire. Exactement. Il aurait aussi dit que beaucoup de petits disques qu'on voit sont en fait des sondes téléguidées. Des yeux, en quelque sorte. Des drones avant l'heure. Un peu ça, oui. Et chose intéressante, il aurait parlé d'une croyance partagée en un créateur universel. Ah! Mais en critiquant un peu notre compréhension limitée, nous les terriens, de ce créateur et des lois universelles. Hmm. Et il y a cette histoire d'empreinte de pas, c'est ça, hein? Oui, c'est un détail assez curieux. L'être aurait insisté pour laisser des empreintes bien nettes dans le sable. Pourquoi? Apparemment, elles contenaient des symboles spécifiques, et ces empreintes ont ensuite été moulées en plâtre par un des témoins qui observait de loin. Des témoins. Il n'était pas seul. Non, il y avait un petit groupe avec lui, mais à distance. Les Wells, un certain McGinnis, George Hunt Williamson aussi, et Alice Bailey.
Ils auraient vu la scène, mais de loin. D'accord. Et l'être a refusé d'être photographié, c'est ça. Alors qu'Adamski avait son appareil. C'est ça. Refus catégorique. Et le livre mentionne même un second contact, en décembre 52. Ah oui. Adamski aurait donné une pellicule photo à l'être lors de la première rencontre, Hmm. et lors de la seconde, il l'aurait récupérée. Mais à la place de la photo originale, il y avait un message, un symbole, Tout ça est incroyable. Forcément très controversé, j'imagine. évidemment. Énormément controversé. Et comment Desmond Leslie, le co-auteur, gère ça dans le livre? Face au scepticisme, notamment scientifique, on sait bien que Vénus, c'est pas vraiment l'endroit idéal pour un être comme ça. Non, c'est clair, les conditions sur Vénus sont infernales, on le sait aujourd'hui. Leslie ne le nie pas, mais il exprime sa conviction. Sur quelle base? Il dit s'appuyer sur la cohérence qu'il perçoit chez Adamski, sur les témoignages des autres personnes présentes, même si c'était de loi, et sur les photos d'Adamski. Les fameuses photos de soucoupe? Oui, il cite même une analyse technique par projection orthographique, faite par un certain L. Cramp, qui viserait à prouver que l'objet photographié est réel et cohérent. Et il mentionne une autre photo, similaire, prise plus tard par un jeune Anglais, Stephen Derbyshire, comme corroboration. D'accord. Mais comment le livre essaye-t-il de justifier un Vénusien humanoïde, malgré la science en fait? Alors là, on entre dans la partie la plus spéculative du livre. Oui. L'hypothèse avancée, c'est celle des plans vibratoires, ou des octaves de la matière. Des plans vibratoires? L'idée, en gros, c'est que la matière pourrait exister à différents niveaux d'énergie ou de fréquence, si tu veux, des niveaux qui sont normalement invisibles les uns pour les autres. Et donc? Et donc, des êtres existants sur un plan vibratoire supérieur pourraient choisir de se matérialiser dans notre réalité, de devenir solides à nos yeux, en abaissant volontairement leur taux vibratoire. Ah, d'accord. Une explication qui sort un peu du champ scientifique classique. Complètement. Le livre fait d'ailleurs un parallèle avec des concepts de tradition spirituelle orientale. Il cite Yogananda et Sri Yukteswar. Ok, je vois. Donc pour résumer cette exploration de les soucoupes volantes ont atterri, on est parti des Vimanas, très anciens, Oui, cette idée d'une présence très lointaine. pour arriver à ce récit ultra détaillé et très controversé de George Adamski et sa rencontre présumée en 52 avec un Vénusien. Exactement. Avec toutes les tentatives d'explication, y compris ces notions de plan vibratoire pour concilier le récit et la science, ou du moins, essayer. C'est un sacré voyage. Mais... Et au fond, que l'on y croit ou pas, ce qu'il est intéressant, et c'est peut-être la question que le livre nous laisse, Mhm. c'est de se demander ce que ces récits persistants, anciens comme modernes, qui défient tellement ce qu'on pense savoir, qu'est-ce qu'ils nous disent? Peut-être sur les limites de notre propre réalité ou de notre perception? Ou sur nous-mêmes. Ou sur nous-mêmes, oui. Sur notre réaction face à l'inconnu, face à ce qui pourrait radicalement changer notre place dans l'univers. Qu'est-ce que ça révèle, ce mélange de fascination, de scepticisme total, parfois de ridicule? C'est une question ouverte, bien sûr, mais une question que ce genre de livre, qu'on le prenne au premier ou au second degré, nous pousse à nous poser.